Zéro. Pour contrôler une nation, il faut plus qu'une armée. Il faut une histoire vraiment, vraiment délirante. De la Rome antique aux tyrannies modernes, nous allons découvrir 33 des mensonges les plus absurdes et hallucinants que des dictateurs ont racontés à leur peuple, et qu'ils leur ont fait croire. Ce n'est pas simplement de l'histoire, c'est un cours magistral d'ego pur et sans filtre. Êtes-vous prêts pour ça? Yamen. Commençons par un dictateur qui prétendait avoir piraté sa propre biologie. En Corée du Nord, la machine de propagande d'État racontait au peuple que le grand leader, Kim Il-sung, avait atteint un niveau de perfection si absolu qu'il était au-dessus des besoins humains fondamentaux. La vérité officielle et non négociable était qu'il ne déféquait ni n'urinait. Jamais. Pouvez-vous seulement imaginer la réunion au cours de laquelle cela a été approuvé? C'est un mensonge si audacieux qu'il en est presque sublime. Et le peuple? On leur martelait cela depuis la naissance. On enseignait aux écoliers que le corps du grand leader était un moteur miraculeux, pur et autosuffisant. Le remettre en question relevait du blasphème. Ainsi, toute une nation fut contrainte d'intérioriser l'idée que son dirigeant était une merveille biologique, un homme qui avait tout simplement supprimé son système digestif pour laisser plus de place à la grandeur. 2. Que faites-vous quand une superpuissance mondiale vous coupe les ponts? Si vous êtes Idi Amin Duganda, vous n'envoyez pas une lettre. Vous réécrivez la réalité. Après une brouille avec la Grande-Bretagne en 1972, il se proclama tout simplement conquérant de l'Empire britannique. Aucun coup de feu tiré, aucune troupe déployée, juste de l'ego pur et sans filtre. Pour vendre ce fantasme, il organisa un spectacle. Imaginez la poussière soulevée, tandis qu'un trône doré, porté par 4 hommes d'affaires britanniques en sueur et terrifiés, défile dans les rues de Kampala. Et le peuple ougandais? Les médias d'État saluèrent l'événement comme une victoire monumentale, la preuve que leur leader avait humilié le puissant empire. On les fit célébrer une guerre qui n'existait que dans la tête d'Amin. Et voilà mes amis, comment on remporte une victoire militaire avec rien d'autre que du vent et de l'humiliation. 3. L'empereur romain Caligula regarda l'establishment politique et se dit « Vous savez qui pourrait faire ça mieux? Mon cheval. » Dans un acte de pur et magnifique mépris, il annonça son projet de faire de son cheval bien-aimé, Incitatus, un consul romain. Ce n'était pas qu'une simple anecdote excentrique sur un animal de compagnie. C'était une satire politique brutale devenue réalité. Imaginez la scène. De puissants sénateurs en toge, serrant leurs parchemins, le visage figé d'incrédulité tandis qu'un cheval hennit depuis le sol de la chambre. Et ils ne pouvaient pas rire. Ils ne pouvaient même pas lever les yeux au ciel. Ils devaient prendre cela au sérieux, car l'homme qui le proposait détenait le pouvoir de vie et de mort. Alors ils acquiescèrent, contraints d'accepter que leur prochain collègue pourrait être un animal à 4 pattes, considérant une botte de foin comme une grande victoire politique. 4. Oubliez tout ce que vous savez sur les exploits sportifs. Selon les médias d'État nord-coréens, le plus grand golfeur de tous les temps était Kim Jong-il. L'histoire qu'ils ont inventée, et que leur peuple a été contraint de croire, était que la toute première fois qu'il a touché un club de golf, il a réalisé une partie parfaite. Une partie qui défiait les lois de la physique. Il aurait prétendument réussi 11 trous en un lors d'une seule partie. 11. Ce n'était pas présenté comme un coup de chance. C'était exposé comme un fait scientifique, une démonstration du pouvoir divin du cher leader sur le monde physique. Et chaque citoyen était censé connaître et réciter ce fait. Ce n'était pas une anecdote sportive, c'était un élément obligatoire de la mythologie nationale. Un homme si puissant que la balle de golf n'avait tout simplement pas d'autre choix que d'obéir. 5. Benito Mussolini n'était pas qu'un dictateur. Il était le tout premier influenceur en matière de personal branding. Il n'avait pas seulement besoin de pouvoir. Il avait besoin d'un mythe, d'une histoire d'origine de super-héros qu'il pouvait vendre aux masses. Alors son équipe de propagande a prétendu qu'il avait inventé l'intégralité de l'idéologie fasciste à 17 ans. Oubliez les poèmes d'adolescents maladroits. Benito était apparemment occupé à concevoir un État totalitaire entre les cours. Mais le vrai chef-d'œuvre de son mythe? Le mensonge selon lequel il aurait un jour combattu un lion à main nue. Et gagné. C'est le genre d'histoire que raconte votre oncle le plus éméché,
sauf qu'une nation entière était forcée d'acquiescer sobrement. Ce n'était pas qu'un simple mensonge, c'était la construction d'une marque. C'était créer un homme fort invincible, capable de combattre des lions et probablement de faire sa déclaration d'impôt le même après-midi. Le tout pour une légion de partisans qui avaient besoin que leur leader soit un demi-dieu. 6. Avez-vous déjà rêvé de pouvoir contrôler le temps? Eh bien, le dictateur du Turkménistan, Sapar Murat Niyazov, l'a véritablement fait. En 2002, il a procédé à une prise de contrôle hostile du calendrier, le déclarant obsolète. Puis il a tout renommé d'après lui-même, sa famille et son recueil personnel de divagations. Janvier est devenu Turkmenbashi, son titre. Avril a été nommé d'après sa mère. Que feriez-vous si demain, mai était soudainement renommé le chien de votre patron? Le peuple turkmène n'avait pas le choix. Les documents officiels, les manuels scolaires et les journaux utilisaient tous ce nouveau calendrier. Utiliser l'ancien était un acte de dissidence. Il a effectivement piégé une nation entière à l'intérieur de son propre ego, forçant ses habitants à jalonner leur vie selon son calendrier personnel. 7. Muammar Kadhafi était un maître du branding, et sa plus grande création était sa garde rapprochée personnelle, la garde amazonienne. Un escadron entièrement féminin de garde du corps d'élite. Mais le mensonge central qu'il vendait au monde et à son propre peuple était leur supposée qualification principale. Il insistait sur le fait que chaque membre devait être vierge. La raison officielle, et profondément troublante, était que leur pureté les rendait incorruptibles. La vérité? C'était un coup de génie en matière de relations publiques. Cela créait une image inoubliable d'un leader mystérieux et intouchable, protégé par une phalange de prêtresses mortelles. Cette histoire est devenue un élément puissant de sa légende, un symbole de son pouvoir extravagant qui fascinait et terrifiait à la fois ceux qui l'entendaient. 8. Dans la Roumanie communiste, le chemin vers la gloire scientifique avait un raccourci hilarant. Il suffisait d'épouser le dictateur. Elena Ceausescu, une femme dont l'éducation formelle dépassait à peine le niveau du cours moyen, était célébrée par l'État comme une chimiste au génie capable de changer le monde. C'était le projet de foire scientifique le plus élaboré et le plus déprimant au monde. Les vrais scientifiques du pays, d'authentiques génies, s'enfermaient pendant des années pour réaliser des découvertes majeures. Et puis, venait la partie amusante. Ils n'étaient pas contraints de présenter le travail de toute une vie à Elena, qui pensait probablement qu'une molécule était un petit animal fouisseur. Il devait ensuite regarder, impuissant, tandis qu'elle y apposait son nom. Ce n'était pas simplement une fraude universitaire, c'était un rituel national qui broyait les âmes. Un mensonge si profond qu'il transforma l'ensemble de l'Académie roumaine des sciences en un service de nègre littéraire au profit d'une seule femme spectaculairement incompétente. 9. Certains dictateurs veulent le pouvoir, d'autres veulent l'or. Jean Bédel Bokassa de la République centrafricaine. Lui voulait une promotion divine. À la fin des années 70, cet homme ne s'est pas contenté de se couronner empereur lors d'une cérémonie qui a mis son pays en faillite. Non, ce n'était que la mise en bouche. Pour le plat de résistance, il a annoncé à son peuple qu'il avait été personnellement contacté par le pape, lequel l'avait reconnu comme le 13e apôtre du Christ. Sérieusement, laissez cela faire son chemin. Il n'était plus un simple dirigeant. Il faisait désormais partie du canon biblique. On ne peut s'empêcher de s'interroger sur la logistique. Y avait-il un service céleste des ressources humaines impliqué? Avait-il reçu une lettre de recommandation élogieuse de saint Paul? C'était l'embellissement de CV ultime, un mensonge si audacieux qu'il tentait de réécrire le Nouveau Testament. 10. Bien avant qu'on puisse se désidentifier d'une photo gênante, Joseph Staline avait inventé le bouton « Bloquer » ultime, un bouton définitif. Bienvenue dans le trou de mémoire soviétique. Lorsqu'un haut responsable devenait un ennemi du peuple, il n'était pas simplement arrêté, il était effacé. Des équipes d'artistes, les magiciens de Photoshop avant l'heure, se mettaient au travail sur les photographies officielles. Armés de scalpels et d'aérographes, ils éliminaient méticuleusement une personne de l'existence. Un jour, vous êtes un héros révolutionnaire posant aux côtés de Staline. Le lendemain, pouf,
vous avez disparu, remplacé par un rideau ou un morceau de vide. C'était la forme de manipulation psychologique la plus brutale qu'on puisse imaginer. L'État ne se contentait pas de mentir. Il disait à son peuple « Cet homme dont vous croyez vous souvenir, il n'a même jamais existé. » 11. La guerre froide fait rage. La course à l'espace bat de son plein. L'humanité tend les bras vers les étoiles. Et quelle était la menace existentielle numéro 1 dans le Malawi des années 70, selon son dictateur Hastings Banda? Les pantalons? Oui, les pantalons. Sur les femmes. Dans un spectaculaire étalage de priorités mal placées, il déclara que les femmes portant des pantalons commettaient un crime moral contre la nation et les interdit purement et simplement. Jupe uniquement. Il lâcha même sa ligue de jeunesse, les jeunes pionniers, sur la population pour servir de police fanatique de la mode, humiliant publiquement toute femme qui osait défier son code vestimentaire dérangé. C'est un rappel saisissant que le pouvoir absolu ne fait pas que corrompre. Il devient incroyablement, profondément obsédé par les pantalons. 12. L'empereur romain Commode se regardait dans le miroir et ne voyait pas un dirigeant. Il voyait une figurine d'action vivante et il voulait que le monde entier joue le jeu. Vers l'an 192, il décida qu'être empereur n'était pas aussi cool qu'être un dieu. Il força donc le Sénat à le déclarer officiellement réincarnation d'Hercule. Et il s'investit pleinement dans le rôle. Il paradait dans les rassemblements publics, vêtu d'une cape en peau de lion et brandissant une massue énorme. Imaginez la scène. Le maître du monde connu, en cosplay intégral, exigeant d'être vénéré. Il combattait même en tant que gladiateur, bien que ses adversaires fussent généralement des hommes blessés ou des animaux attachés. Pathétique, n'est-ce pas? Mais la foule devait rugir d'approbation, car ne pas acclamer un dieu empereur était un moyen notoirement rapide d'obtenir un tête-à-tête avec le véritable monde des enfers. 13. Certains dictateurs réécrivent l'histoire. Muammar Kadhafi tenta de la voler. Dans l'un des moments les plus merveilleusement délirants de révisionnisme historique, il affirma que William Shakespeare n'était pas anglais. C'était en réalité un cheikh arabe nommé Zubair. On ne peut pas inventer ça. Il ne plaisantait pas. C'était présenté comme une vérité historique retrouvée. Imaginez être un étudiant libyen, contraint de rédiger des dissertations sur la tragédie classique du cheikh Zubair, Hamlet. Ce n'était pas juste une lubie excentrique, c'était un larcin culturel à l'échelle mondiale. C'était un mensonge si bizarre, si magnifiquement aléatoire, qu'il ressemble presque à une œuvre d'art performatif. Une déclaration selon laquelle rien n'est réel, et l'histoire n'est qu'un récit qui appartient à celui qui possède le plus gros microphone. 14. Imaginez vivre dans un étrange univers parallèle où chaque bonne idée proviendrait d'un seul et même pays. Bienvenue dans l'Union soviétique de Staline. Ce n'était pas simplement de la fierté nationale, c'était un assaut en règle contre la réalité. La propagande soviétique martelait sans relâche le mensonge selon lequel les Russes avaient inventé, eh bien, absolument tout. La radio? Oubliez Marconi, c'était notre camarade Popov. L'ampoule électrique? Edison était un imposteur, gloire à Yablotchkov. L'avion? Les frères Wright n'étaient que des amateurs chanceux qui avaient volé l'idée. Chaque écolier apprenait cette fiction. Chaque manuel scolaire la confirmait. C'était la tentative de construire une nation si complexée qu'elle devait rétroactivement plagier toute l'histoire de l'innovation humaine. Ce n'était pas de l'histoire, c'était le projet de groupe le plus pathétique et le plus élaboré au monde, où un seul pays rendait les devoirs de tous les autres en les revendiquant comme les siens. 15. En 1958, le président Mao identifia l'ennemi numéro 1 du peuple chinois. Pas le capitalisme, pas la dissidence. C'était l'humble moineau. Dans un élan de sagesse écologique divine, il déclara la guerre à ces petits oiseaux coupables de manger le grain. Alors il mobilisa des millions de personnes. Leur mission? Taper sur des casseroles et des poêles, sans relâche, jusqu'à ce que les moineaux n'aient plus nulle part où se poser et tombent littéralement raides morts d'épuisement. Et ça a marché. Une victoire éclatante. Les moineaux avaient disparu. Et puis, les insectes sont arrivés. Une invasion biblique,
précisément les nuisibles que les moineaux mangeaient gratuitement. Ils envahirent les champs, dévorant tout sur leur passage. Le résultat fut une famine catastrophique, entièrement provoquée par l'homme. Ce fut un cas d'école en matière de création d'un désastre d'ampleur biblique à partir d'un mensonge si stupide qu'un enfant de 5 ans en aurait vu la faille. 16. Alors que la plupart des dictateurs s'appuient sur la police secrète et les armées, le haïtien Papadoc Duvalier disposait d'une arme d'un tout autre genre, les relations publiques. Des relations publiques surnaturelles. Il façonna méticuleusement son image de puissant prêtre vaudou, incarnation vivante de l'esprit de la mort, le baron Samedi. Lunettes noires, haut de forme, tout l'attirail. Mais ensuite, il passa à un niveau supérieur. Lorsque le président américain John F. Kennedy fut assassiné en 1963, le monde entier était sous le choc. Et Papadoc? Il leva calmement la main et s'en attribua le mérite. Il raconta à tout le monde qu'il avait personnellement tué le président américain au moyen d'une malédiction vaudou. Ce fut un coup de maître en matière de terreur. Qui oserait défier un homme supposément capable de commettre un assassinat surnaturel depuis l'autre bout du monde? 17. Tout dictateur corrompu se heurte au même problème embarrassant. Comment expliquer son obscène richesse incrustée de diamants à une population affamée? Ferdinand Marcos des Philippines a trouvé une solution si brillamment puérile qu'on ne peut presque que l'admirer. Il n'a pas dit qu'il avait pillé le trésor public jusqu'au dernier centime. Oh non. Il a prétendu avoir découvert le légendaire trésor perdu d'un général japonais, Lord de Yamashita. C'est l'équivalent géopolitique de dire à son conjoint qu'on peut se permettre un nouveau yacht parce qu'on a trouvé un lutin. Pendant 2 décennies, ce fut la version officielle. Il n'était pas un voleur, il était un aventurier chanceux, un véritable Indiana Jones, qui avait tout simplement eu la chance de tomber sur des montagnes de lingots d'or. Le mensonge était tellement plus amusant que la vérité ennuyeuse, à savoir qu'il saignait systématiquement son propre pays jusqu'à la dernière goutte. 18. Muammar Kadhafi avait l'habitude de faire des déclarations tellement déconnectées de la réalité qu'elles mériteraient leur place dans un musée de la folie. Mais celle-ci est spéciale. Il a un jour déclaré que lui, Muammar Kadhafi, avait inventé la pizza. Prenons juste un instant pour apprécier la pure et magnifique folie de cette affirmation. Ce n'est pas simplement un mensonge. C'est une déclaration de guerre à l'Italie, à l'histoire, à chaque pizzeria de la planète. Peut-on l'imaginer en train de l'expliquer? Oui, les Napolitains croient que c'était eux, mais l'idée d'une galette plate avec de la tomate et du fromage, c'est une vision que j'ai eue dans le désert. Il faut un ego d'une espèce bien particulière pour regarder l'un des aliments les plus aimés et les mieux documentés au monde et dire « c'était moi, tout moi ». Oubliez la politique. C'était là son véritable héritage. Un crime culinaire de proportions historiques. 19. Quand on est un dictateur brutal à la légitimité douteuse, on a besoin d'un meilleur curriculum vitae. Saddam Hussein a décidé que le sien avait besoin d'une petite touche divine. Dans les années 80, il a mandaté une équipe de généalogistes très motivés pour produire un arbre généalogique qui prouvait qu'il était un descendant direct du prophète Mahomet. Ce n'était pas une suggestion. C'est devenu un fait officiel, validé par l'État. C'était le cas ultime d'usurpation d'identité historique. Imaginez la réunion. Bon, reliez-moi le gars de Tikri au 7e siècle. Je me fiche de comment vous faites. Faites juste en sorte que les lignes se rejoignent. C'est un coup classique de tyran. Une tentative de draper un héritage de brutalité dans un manteau de sainteté. Un mensonge conçu pour donner une justification divine à une cruauté on ne peut plus terrestre. 20. Le culte de la personnalité en Guinée équatoriale sous Teodoro Obiang est passé de la simple flatterie au blasphème pur et simple. Au début des années 2000, la station de radio contrôlée par l'État a fait une annonce glaçante. Le président, disait-elle, était comme le Dieu au ciel. Il était en contact permanent avec le Tout-Puissant. Et le clou du spectacle? Il avait donc le pouvoir de tuer quiconque sans avoir de compte à rendre. Décortiquons cela. Ce n'était pas une métaphore. C'était une déclaration publique affirmant que le président possédait une licence divine pour assassiner. Une carte de sortie de prison gratuite délivrée par Dieu en personne.
Quand votre dirigeant cesse de prétendre être un serviteur du peuple et commence à se revendiquer divinité dotée du droit de tuer, vous n'êtes plus dans un pays. Vous êtes au dernier niveau d'un jeu vidéo absolument terrifiant. 21. La propagande nord-coréenne est un cadeau qui ne cesse de donner. Et ce petit bijou provient d'un manuel officiel destiné aux enseignants. Le sujet ? L'enfance glorieuse de Kim Jong-un. Selon ce document tout à fait factuel, le futur guide suprême a appris à conduire une voiture à l'âge tendre de 3 ans. 3 ans. La plupart des bambins essaient encore de comprendre comment fonctionne une cuillère. Celui-ci, apparemment, exécutait des créneaux parfaits. Il faut se l'imaginer. Un tout petit bambin, sanglé dans un siège rehausseur, ses petits pieds à des kilomètres des pédales, manœuvrant avec expertise un véhicule de plusieurs tonnes. Ce n'est pas juste un mensonge, c'est une déclaration d'intention, un mythe fondateur qui dit à chaque enfant de la nation « Nos dirigeants ne sont pas comme vous. Ce sont des dieux nés qui maîtrisent l'impossible avant même d'être propres. » 22. Bien avant que les influenceurs des réseaux sociaux ne truquent leurs vacances glamour, le pharaon Ramsès II avait perfectionné l'art du mensonge. Aux alentours de 1274 avant J.C., il mena son armée à la bataille de Kadesh et se fit sévèrement battre. Ce fut un désastre chaotique et sanglant auquel il survécut de justesse. Alors, qu'a fait ce maître des relations publiques ? Il est rentré chez lui et a lancé la campagne de propagande la plus réussie de l'histoire antique. Il a raconté à tout le monde qu'il avait remporté une victoire épique et héroïque, et il l'a gravé dans la pierre. Sur les murs des temples à travers l'Égypte, il a fait sculpter des scènes glorieuses le montrant en train de massacrer ses ennemis à lui seul. C'était le premier rapport de guerre retouché à Photoshop de l'histoire. Et ça a marché. Sa fausse victoire est devenue la vérité admise, prouvant une leçon intemporelle. L'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs. Elle est écrite par celui qui possède le plus gros burin et le moins de scrupules. 23. Comment gérer les complexités des relations internationales ? Si vous êtes El Supremo, le dictateur du Paraguay au XIXe siècle, la réponse est simple. Vous ghostez la planète entière. Ce n'était pas du simple isolationnisme, c'était l'acte ultime de ghosting national. Convaincu que chaque étranger sans exception était un espion, il prit un décret simple et terrifiant. Il scella les frontières. Complètement. Pendant près de 30 ans, le Paraguay afficha essentiellement un gigantesque panneau « Ne pas déranger » à ses frontières. Personne n'entrait, personne ne sortait. C'était le fantasme paranoïaque d'un homme qui décida de résoudre les problèmes du monde en faisant comme si le monde n'existait pas. Il transforma un pays entier en sa salle de panique personnelle, prouvant que le dictateur le plus effrayant n'est pas toujours celui qui crie le plus fort, mais celui qui impose le silence le plus étouffant. 24. Pendant le chaos sanglant de la Révolution française, Maximilien Robespierre décida que se débarrasser du roi et des aristocrates ne suffisait pas. Il fallait aussi se débarrasser de Dieu. Mais les gens ont besoin de croire en quelque chose, non ? Alors il inventa sa propre religion sur le champ, le culte de l'être suprême. Et devinez qui il nomma grand prêtre ? Lui-même, bien entendu. Il organisa des festivals publics bizarres et profondément gênants, où les citoyens, encore traumatisés par la guillotine, étaient contraints de célébrer des concepts abstraits comme la raison et la vérité. C'était une start-up religieuse, lancée avec toute l'âme et la profondeur spirituelle d'un exercice obligatoire de cohésion d'équipe en entreprise. Sans surprise, elle dura à peu près aussi longtemps que Robespierre lui-même. Et alerte spoiler, ce ne fut pas très long. 25. Rome. Le centre du monde civilisé, une cité d'ingénieurs, de philosophes et de guerriers légendaires. Et au début du IIIe siècle, elle était gouvernée par un adolescent nommé Élagabal, qui décida que le dieu principal de la ville devait être un caillou. Je ne plaisante pas. Il fit traîner une pierre conique noire depuis la Syrie, la déclara divinité suprême et obligea les sénateurs les plus puissants du monde à l'adorer. Pouvez-vous imaginer l'humiliation pure et gênante ? Ce sont des hommes qui avaient conquis des nations, désormais contraints de s'incliner et de psalmodier devant un saint presse-papier.
et la Gabale maria même la pierre à une statue de déesse lors d'une cérémonie somptueuse. C'est le fantasme ultime de l'enfant de riche pourri gâté. Il n'a pas simplement eu un poney, il a pu transformer son caillou de compagnie en dieu. Et tout le monde n'avait d'autre choix que de suivre le mouvement. 26. Comment reconnaît-on qu'un futur dictateur est destiné à la grandeur? Eh bien, si vous êtes Kim Jong-il, votre naissance n'est pas un simple événement. C'est un blockbuster truffé d'effets spéciaux. Selon la version officielle nord-coréenne, il n'est pas né dans un banal hôpital. Non, il est né sur le mont sacré Paektu, et son arrivée a été annoncée par l'apparition spontanée d'un double arc-en-ciel. Un simple arc-en-ciel, c'est pour les amateurs. Une étoile aurait également surgi dans le ciel pour marquer l'occasion. Les oiseaux chantaient en coréen. Ce n'est pas un récit de naissance, c'est la séquence d'ouverture d'un film Disney sous acide. Ce mensonge a donné le ton de tout son règne. Une réalité si magique et si excessive que la remettre en question vous aurait fait passer pour le food service. 27. En 1958, alors que la Chine était en plein désastreux grand bond en avant, Mao Zedong eut une idée brillante. Une idée littéralement brillante. Il promit à la nation qu'ils allaient en se construire un soleil artificiel. Oui, pendant que son peuple fondait ses marmites dans des fourneaux de fortune pour produire d'inutiles blocs d'acier, leurs dirigeants leur promettaient leur propre étoile personnelle. C'était la diversion ultime du type « regardez par là-bas ». L'audace pure et simple est à couper le souffle. C'est comme un propriétaire qui promet de construire une piscine sur le toit alors que l'immeuble est activement en feu. Alerte divulgachage. Ils n'ont pas, en réalité, construit un petit soleil. Il s'avère que la fusion nucléaire est légèrement plus compliquée que le simple fait de la désirer très très fort. 28. Voici un cours magistral sur la manière de transformer la fierté nationale en suicide national. Dans les années 1860, Francisco Solano López, le dictateur du petit Paraguay enclavé, regarda son pays et y vit une superpuissance mondiale. C'était le manager d'une équipe de football lycéenne convaincu de pouvoir battre les All-Stars de la NFL. Il vendit à son peuple un mensonge glorieux, qu'il pouvait facilement vaincre les forces combinées du Brésil, de l'Argentine et de l'Uruguay. Tous en même temps, il promit une guerre courte et victorieuse. Ce qu'il offrit, ce fut la guerre de la Triple Alliance, un conflit si catastrophique qu'il anéantit plus de 60% de la population de son pays, y compris la quasi-totalité de ses hommes adultes. Ce fut un mensonge d'une folie si épique et si apocalyptique qu'il faillit rayer une nation de la carte. 29. Oubliez votre application météo locale. En Corée du Nord, les prévisions sont ce que la famille Kim décide. La propagande d'État rapporte régulièrement que les dirigeants suprêmes ont la capacité de contrôler la météo par la pensée. L'hiver est inhabituellement froid? Ne vous inquiétez pas, le cher dirigeant va simplement vouloir qu'il fasse plus chaud. Besoin d'une neige pittoresque pour un défilé militaire? Il peut arranger cela. Pouvez-vous imaginer la pression sur le météorologue national? Monsieur, les modèles prévoient de la pluie. Absurde, le dirigeant suprême est d'humeur ensoleillée aujourd'hui. La prévision est un soleil radieux où vous êtes viré. C'est le summum du délire de puissance. Un mensonge qui revendique la domination non seulement sur le peuple, mais sur les nuages, le vent et le ciel lui-même. 30. Joseph Staline, l'homme responsable de la mort de millions de personnes à travers les purges, les famines et les goulags, a mené l'une des campagnes de changement d'image les plus réussies de l'histoire. Le mensonge, qu'il était le père des nations. Une figure bienveillante, douce, attentionnée, qui aimait les enfants et veillait personnellement sur chaque citoyen. C'était le Instagram versus réalité du XXe siècle. Tandis qu'il signait des condamnations à mort et orchestrait la terreur de masse, les affiches le montraient avec un sourire chaleureux, tenant souvent un enfant heureux et bien nourri. C'est un mensonge si cynique, si totalement déconnecté de l'horrible vérité, que c'en est presque une œuvre d'art. Il était le père des nations, de la même façon qu'une veuve noire est la mère de ses enfants. Techniquement vrai, mais on préfère vraiment ne pas penser aux détails. 31. Imaginez la scène.
Joseph Staline, l'un des hommes les plus redoutés et les plus puissants de la Terre, prononce un discours. Il termine une phrase. La foule éclate en applaudissements tonitruants. Mais écoutez bien. Sous le bruit des mains humaines, on perçoit un faible claquement rythmique. Clac, clac, clac. C'est le son du mensonge le plus pathétique au monde. Pour s'assurer que ces discours recevaient l'adoration qu'ils méritaient, des claquoirs en bois, en gros des mains mécaniques montées sur des bâtons, étaient parfois dissimulés dans le public pour renforcer les applaudissements. L'homme qui commandait une superpuissance dotée de l'arme nucléaire était si profondément insécure qu'il avait besoin d'une armée secrète de pom-pom girls en bois pour l'applaudir. C'est le son le plus solitaire et le plus triste de l'histoire de la tyrannie. 32. Mouammar Kadhafi n'était pas seulement un dictateur, c'était un magicien. Un magicien vraiment médiocre, dont les tours s'effondraient dès qu'on détournait le regard. Son illusion fétiche? Faire fleurir le désert. Il faisait venir par avion des journalistes étrangers dans un coin reculé du Sahara. Puis, avec un grand geste théâtral, Taada leur révélait un jardin luxuriant, verdoyant et irrigué. Un miracle, la preuve de son génie. Les reporters prenaient leurs photos, rédigèrent leurs articles et rentraient chez eux par avion. Et alors, la magie prenait fin. Les pompes étaient coupées, les canalisations s'asséchaient, et le jardin miraculeux se desséchait et mourait aussitôt sous le soleil implacable. C'était un mensonge conçu pour un cycle d'information de 24 heures. Un morceau de théâtre d'un cynisme à couper le souffle, qui fleurissait juste assez longtemps pour les caméras et se fanait à la seconde où les applaudissements cessaient. 33. Et pour finir, nous avons Benito Mussolini, l'influenceur originel de la culture du hustle. La propagande fasciste ne disait pas simplement qu'il était un bon dirigeant. Elle disait qu'il était un surhomme, un demi-dieu de l'efficacité. La version officielle était qu'Ildus était si puissant qu'il n'avait besoin que de 4 heures de sommeil par nuit, travaillant 22 heures par jour pour forger le destin de l'Italie. Il était aussi un pilote brillant, un maître épéiste, un amant irrésistible, et pouvait probablement soulever une Fiat au développé couché. L'objectif était de créer un culte de la personnalité autour d'un homme biologiquement supérieur, une machine fasciste alimentée par la pure volonté et l'espresso. Le mensonge n'était pas seulement qu'il était compétent, c'était qu'il avait transcendé le besoin même de repos. Un demi-dieu sans sommeil pour une nation qu'il s'apprêtait à plonger dans un cauchemar total et absolu. 901. Nous avons vu les mensonges que racontent les dictateurs. Maintenant, passons à la partie difficile. Regardez en vous-même. Soyez honnête. Qu'est-ce qui pousse véritablement des millions de personnes à croire à une telle folie? Laquelle de ces histoires insensées est celle qui, selon vous, aurait pu réellement vous tromper? Que les confessions commencent d'entrer dans les commentaires. Et si vous êtes assez courageux pour admettre que nous pouvons tous être dupés, vous avez votre place ici. Abonnez-vous.